Bienvenue dans cette vidéo de la maison du cinéma asiatique. S'il y a bien un genre qui est associé au cinéma américain, c'est celui du western. Des réalisateurs aussi célèbres que John Ford, Howard Hawks ou Clint Eastwood ont façonné l'imaginaire et créé une mythologie désormais bien ancrée aux États-Unis et à travers le monde, celle de la conquête de l'Ouest. Fort du succès populaire du genre, d'autres cinématographies s'en sont emparées. Ceux qui ont été les plus forts à ce jeu-là, ce sont bien sûr les Italiens. Sergio Leone et d'autres réalisateurs issus de la botte ont proposé leur propre version de ces événements historiques et mythologiques. La place de l'Asie dans cette entreprise a longtemps été sous-estimée. À travers les films du genre où ils apparaissent, nous allons voir à quel point leur image a évolué. Commençons par quelques rappels historiques. Si les premiers Asiatiques connus à avoir mis le pied sur le Nouveau Monde furent philippins, le gros de l'immigration en provenance d'Asie, une fois les États-Unis d'Amérique constitués, fut originaire de Chine. Elle commença à partir de 1848 avec l'espoir de faire fortune dans les mines d'or de la côte ouest. La ruée vers l'or avait en effet commencé au début de l'année. Il faut dire que la situation en Chine n'incitait pas à l'optimisme. La dynastie Qing était alors en plein désarroi à cause de conflits en répétition avec les puissances occidentales, dont la fameuse guerre de l'opium, et le pays connaissait de sérieux problèmes en matière d'agriculture et de taxes. La révolte des Taiping, qui éclata peu après, ne fit rien pour arranger les choses. Les émigrés chinois venaient essentiellement de deux régions, le Guangdong et le Fujian. Le but était de gagner un maximum d'argent pendant quelques années et de revenir au pays. C'est pourquoi la majorité des émigrés étaient des hommes et leurs éventuelles épouses restèrent en Chine. D'abord réduite en nombre, l'immigration s'intensifia rapidement et à la fin des années 1850, les émigrés chinois représentaient 1/5 de la population dans la région des mines. Cette présence importante ne tarda pas à générer des réactions racistes et agressives. Et si ce fut d'abord la communauté latino qui fut visée, la communauté chinoise ne tarda pas à en faire les frais à son tour. Dès 1852, des taxes spéciales à destination des minorités furent mises en place en Californie. Afin de réduire les risques de mauvais traitements, des communautés chinoises se réunirent, la naissance des premiers Chinatown, et changèrent leur profession. Travaillant au début comme mineurs, ouvriers pour la construction du chemin de fer ou ouvriers agricoles, ils se tournèrent vers la restauration, la blanchisserie ou encore le jardinage afin de ne pas concurrencer les travailleurs blancs. Cela ne permit pas pour autant d'apaiser les tensions, et en 1875, une loi fut passée interdisant l'immigration des femmes chinoises. 7 ans plus tard, le China Exclusion Act fut voté, interdisant toute immigration chinoise, hommes comme femmes, aux États-Unis pour 60 ans. Le vide laissé par l'interdiction des immigrés chinois fut comblé par les immigrés japonais, récemment autorisés à quitter l'archipel. En 20 ans, environ 140 000 Japonais émigrèrent aux États-Unis, avec une petite différence par rapport à leurs voisins chinois. Ceux-ci amenèrent leurs épouses avec eux. Le holà fut mis à partir de 1907 et cette fois-ci ce furent des immigrants coréens qui prirent la relève. Mais on s'arrêtera là car on s'éloigne nettement de la période Far West qui nous intéresse ici. De sa création en 1903 avec le vol du Grand Rapide aux nombreux autres films qui suivirent sur les décennies suivantes, le western a toujours promu une image blanche de l'Amérique. Les autres couleurs étaient au mieux insignifiantes, voire hostiles, à l'image du traitement réservé aux Amérindiens. La démarche était consciente. Ainsi, des films comme Tomahawk de George Sherman ou le célèbre La prisonnière du désert de John Ford se basaient sur des personnages réels noirs. Les Asiatiques, eux, connurent donc le même traitement cinématographique par Hollywood, en étant soit éliminés de l'histoire à laquelle ils avaient participé, soit, dans le meilleur des cas, relégués à des rôles de pure figuration. Ainsi, Le Cheval de fer, consacré à la construction du chemin de fer, que John Ford réalisa en 1924, offre à peine une poignée de plans de quelques figurants asiatiques lors des scènes de construction, totalisant 2 minutes 30 sur une durée totale de 2h30. L'influence de l'Asie sur le genre se fit de manière indirecte à travers la popularité que connurent les films de samouraï dans l'industrie cinématographique américaine mais aussi européenne, et particulièrement ceux d'Akira Kurosawa. Ainsi, quand Les 7 samouraïs sortit aux États-Unis en 1956, 2 ans après sa sortie japonaise, l'idée d'en faire un remake trotta rapidement dans les têtes du microcosme hollywoodien. C'est le producteur Lou Moorheim qui acquit les droits avant qu'il soit racheté par Yul Brynner, et le film vit le jour en 1960 sous la direction de John Sturges et sous le titre des 7 mercenaires. Un peu plus tard, c'est un réalisateur italien du nom de Sergio Leone qui se piqua de faire un remake d'un film d'Akira Kurosawa à la sauce western.
Le film, c'était Yojimbo et son remake pour une poignée de dollars, dont le succès initia la vague des westerns spaghetti. Akira Kurosawa, qui n'a jamais caché son admiration pour John Ford, faillit d'ailleurs réaliser un western aux États-Unis quand il lui fut proposé la réalisation de Custer, l'homme de l'Ouest, en 1967. Mais le metteur en scène japonais ne donna pas suite et il fut finalement réalisé par Robert Siodmak. Le premier western à faire figurer un asiatique de manière importante fut européen. Il s'agit du 5 gâchettes d'or de Tonino Cervi, produit en 1968. Le film italien parvint en effet à débaucher rien de moins que Tatsuya Nakadai. Peut-être une façon de renvoyer l'ascenseur au cinéma japonais pour avoir rendu le genre populaire via le remake du Yojimbo dans lequel Nakadai apparaissait. Mais il faut croire qu'avoir un personnage asiatique était encore trop avant-gardiste. C'est pourquoi Nakadai joue ici un bandit dont le nom semble le rapprocher du Mexique, mais à la tête d'une bande de métis indiens. Nakadai est donc James El Fuego, un criminel sans foi ni loi qui est responsable de la mort de la femme de Bill Kiowa et de son emprisonnement subséquent. À sa sortie de prison, Kiowa recrute plusieurs as de la gâchette pour l'aider à accomplir sa vengeance. 5 gâchettes d'or est un western spaghetti correct, mais dont on se souvient davantage pour les personnes impliquées, car en plus de Nakadai on trouve Bud Spencer à la distribution et Dario Argento au scénario, que pour ses qualités intrinsèques. Tatsuya Nakadai semble bien s'amuser à jouer les chefs de bande cruels, et sa prédilection à utiliser l'arme blanche semble être un clin d'œil à son origine cinématographique de samouraï. Mais cela ne suffit pas à faire du film autre chose qu'un western de série, et le personnage de Nakadai n'étant pas asiatique, il n'y a rien à en tirer quant à l'image des minorités orientales dans l'Ouest américain. L'année d'après, un autre acteur japonais fit le voyage à Rome. Il s'agit de Tetsuro Tamba, probablement grâce à sa participation au On ne vit que deux fois de Lewis Gilbert. Cette fois-ci, on monte d'un cran puisque Tamba joue bien un japonais. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné d'ailleurs, son nom est Samouraï. Dario Argento étant à nouveau au scénario, on peut se demander si la volonté d'avoir un personnage asiatique ne tient pas à lui. Le film, intitulé 5 hommes armés, est réalisé par Don Taylor. Des révolutionnaires mexicains engagent le Hollandais, un mercenaire américain, afin qu'il vole 500 000 $ d'or d'un train gouvernemental. Celui-ci fait appel à 4 spécialistes, dont le samouraï donc, pour l'assister dans cette entreprise. Le film se passant durant la Révolution mexicaine, qui eut lieu au début du XXe siècle, la présence d'un japonais dans le pays peut se justifier. Ce qu'il est un peu moins, c'est le fait qu'il soit censé être un samouraï, vu que la restauration Meiji en avait terminé avec eux en 1876. Samouraï semble d'ailleurs être plus un ninja qu'un samouraï, puisque sa spécialité c'est le lancer de couteau et la course à pied. On sera tolérant et on dira que Samouraï est issu d'une famille appartenant à l'ordre avant sa dissolution. Il ne nous contredira d'ailleurs pas. Il ne dit pas un seul mot de tout le film. Peut-être parce que Tetsuro Tamba était connu pour ne pas aimer apprendre ses dialogues. Quoi qu'il en soit, sa présence dans ce sympathique western tient à nouveau plus de l'hommage au genre qui a partiellement inspiré le western spaghetti qu'à une tentative de réhabilitation du rôle des minorités dans la construction de l'Ouest américain. Après avoir fait appel à un acteur japonais pour jouer un brigand plus ou moins mexicain, après avoir fait appel à un acteur japonais pour jouer un samouraï muet tendance ninja, la troisième tentative se rapproche enfin un peu plus de la réalité avec un acteur japonais pour jouer un samouraï s'inscrivant dans un contexte historique authentique. Et pas n'importe quel acteur, puisqu'il s'agit de celui qui fut en partie à la source de la fascination pour le genre, le légendaire Toshiro Mifune. Il partage l'affiche de Soleil Rouge avec Alain Delon et Charles Bronson pour ce western réalisé en 1971 par le Britannique Terence Young. Mifune joue le garde du corps de l'ambassadeur du Japon en route pour prendre ses fonctions à Washington. Sur le chemin, leur train est attaqué par le redoutable gauche et celui-ci vole le katana qui devait être offert au président des États-Unis. Il part en quête de l'arme accompagné de Link, un ancien partenaire de gauche que celui-ci a trahi. Soleil Rouge est un western agréable au ton résolument léger. La dynamique entre Charles Bronson et Toshiro Mifune est amusante, annonciatrice de certains buddy movies hollywoodiens populaires des années 1980 et 1990. Les différences culturelles que génère la présence du samouraï dans le Far West sont source d'amusement, mais ne tournent heureusement pas à la parodie. En grande partie à cause d'un Mifune forcément impérial dans le rôle du samouraï stoïque et loyal au code du Bushido. La force du film est aussi sa principale faiblesse. Il n'y a finalement aucune réflexion sur la place des Asiatiques dans l'Ouest américain. Mais le film offre ce qu'il faut de star power, de jolis paysages espagnols et de fusillades pour qu'on passe un bon moment à le regarder.
Suite au succès mondial de Bruce Lee en 1973, le centre d'attraction du cinéma asiatique pour l'Occident se déplaça de Tokyo à Hong Kong. Parallèlement, la série Kung Fu avec David Carradine interprétant un moine Shaolin errant dans l'Ouest américain connut également un grand succès lors de sa diffusion en 1972. Logiquement donc, le western italien continua à faire appel à des acteurs asiatiques pour les catapulter dans le Far West, mais avec une orientation très marquée vers le Kung Fu à la hongkongaise. Ainsi, à peine quelques mois après la sortie d'Opération Dragon, c'est le cinéaste Mario Caiano qui s'y essaya avec Mon Nom est Shanghai Joe. La production jeta son dévolu sur un professeur japonais de karaté Wado-Ryu basé en Angleterre, Myoshin Hayakawa. Il fut tout de même rebaptisé Chen Li afin de bien marquer la filiation spirituelle avec les films du Petit Dragon. En 1882, Shanghai Joe, un émigré chinois, arrive au Texas afin de trouver un emploi de cow-boy. Mais il doit faire face à la discrimination des cow-boys blancs. Pour une production faite à la va-vite afin de capitaliser sur le succès de Bruce Lee, Mon Nom est Shanghai Joe s'en sort avec les honneurs. La discrimination est au cœur du récit et conforme à une certaine réalité historique. Les combats corrects pour l'époque et au vu du contexte. Le scénario relie intelligemment discrimination des minorités raciales et exploitation des travailleurs. Ne manque peut-être qu'une distribution un peu plus prestigieuse et une évocation moins New Age du passé chinois de Shanghai Joe pour monter d'un niveau. Mais en soi, le film est une série B qui parvient à combiner Kung Fu et Western Spaghetti de manière convaincante. Le film connut un succès suffisamment important pour qu'une suite soit mise en chantier. 2 ans plus tard, Return of Shanghai Joe atterrit sur les écrans italiens. Shanghai Joe continue à errer dans l'Ouest américain. Cette fois, il s'oppose aux agissements de Pat Barnes, un propriétaire terrien qui oppresse la population locale. Réalisé par Vito Albertini, futur metteur en scène de l'inénarrable Star Crash 2, Return of Shanghai Joe est d'une médiocrité profonde. Myoshin Hayakawa ne reprend pas le rôle et est remplacé par un dénommé Chin Lee, sans aucun doute un pseudonyme. Acteur encore moins convaincant que son prédécesseur, que ce soit du point de vue martial ou du charisme. Il n'y a aucune réflexion ou contextualisation par rapport à la place d'un Chinois dans cet Ouest américain. À la place, on a droit à de la comédie bas de plafond, tendance Terence Hill et Bud Spencer du pauvre, des grosses ficelles scénaristiques et de l'action en pilotage automatique. À la poubelle. Un autre film au concept similaire à Mon Nom est Shanghai Joe, sorti en 1973. Intitulé Winchester, Kung Fu et Karaté, il fut réalisé par Young Man Yi et tourné lui aussi en Espagne. Jason Papiao est Tien, un expert en arts martiaux à la recherche de son frère, qui s'est enfui aux États-Unis afin de ne pas avoir à l'affronter pour la succession du Kun. Mais quand enfin il parvient à le retrouver, la petite ville où son frère s'est réfugié est sous la coupe d'une bande de hors-la-loi. Tout comme Shanghai Joe, le racisme dont sont victimes les émigrés chinois est au cœur du récit. Mais le traitement du sujet y est moins habile, les États-Unis étant présentés comme un véritable enfer pour les personnages. Encore plus que le scénario, c'est toute l'exécution qui pose problème. Entre les acteurs occidentaux en roue libre, un rythme très mal géré, une musique insupportable, des effets sonores dignes d'un cartoon quand Papiao effectue une technique. Et une patine générale particulièrement crapoteuse, Winchester Kung Fu et Karaté est une véritable épreuve pour le cinéphile. Seuls les combats s'en sortent un peu mieux comparativement, mais cela ne suffit pas à racheter la médiocrité ambiante. Le film est d'ailleurs rapidement tombé dans l'oubli, et il n'y a pas de raison de l'en sortir. L'année suivante, en 1974, la Shaw Brothers et le nabab Carlo Ponti s'essayèrent à l'exercice en faisant appel à Lollier, fort du succès à l'international de sa main de fer, et de l'iconique Lee Van Cleef, pour la coproduction La Brute, le Colt et le Karaté. Le réalisateur est également un cran légèrement au-dessus par rapport aux tentatives précédentes, en la personne de l'artisan à tout faire Antonio Margheriti. Ho Kiang, un maître d'arts martiaux, doit partir aux États-Unis afin de retrouver l'argent que son oncle a escroqué à un officiel Qing. Sur place, il fait équipe avec Dakota, un hors-la-loi impliqué dans la mort de son oncle. Ils se mettent en quête des prostituées sur lesquelles l'oncle a tatoué les informations permettant de retrouver le magot. Bénéficiant d'un budget et d'un casting nettement plus important qu'un Shanghai Joe, La Brute, le Colt et le Karaté se rapprochent davantage d'une variation de Soleil Rouge avec un duo tendance buddy movie. Malheureusement, la dynamique entre Lollier et Lee Van Cleef manque cruellement d'étincelles. Le ton du film est également mal géré. Alors que le début laisse penser à une histoire sérieuse, la suite part dans une semi-parodie du genre. On voit d'ailleurs nettement que le western européen vit ses derniers instants à travers sa vulgarité ambiante. Une bonne partie de l'humour reposant autour des fesses tatouées,
et dans ses idées dégénérées, à l'image de ce prêtre fanatique adepte de la gâchette se déplaçant en église mobile. Même le kung-fu de Lolier, certes un artiste martial assez médiocre, est peu utilisé. Il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver dans la brute, le colt et le karaté. Quand on parle de présence asiatique dans le western, on ne peut pas manquer d'évoquer le cas de George Wang. Wang, acteur taïwanais et père de l'artiste martial et futur star de Secret Rivals Don Wong Tao, se relocalisa en Italie à la fin des années 1950 et devint logiquement l'asiatique de service dans de nombreuses productions tournées en Europe. Cela l'amena à apparaître dans de nombreux westerns spaghetti dans une variété de personnages qui recoupent en grande partie ceux des autres acteurs asiatiques précédemment évoqués. Il interpréta ainsi des Mexicains hors la loi dans Lanky, l'homme à la carabine ou Abatté Django le premier, un bandit cruel dans La longue chevauchée de la vengeance, ou encore le patron exploitationniste d'une petite ville dans Un colt dans la main du diable. Essentiellement des rôles dans lesquels son origine ethnique était soit gommée, soit ignorée. Il y a toutefois quelques exceptions, une poignée de films où son origine ethnique est pleinement assumée. C'est le cas par exemple dans Bonne funérailles ami, Sartana Pera, dans lequel il joue un patron de casino. Si son personnage est riche en clichés, il est constamment dans un pouce-pouce et parle via des citations de Confucius, il n'en demeure pas moins une présence qui enrichit la diversité de l'Ouest américain version western européen et qui le rapproche de ce qu'était la réalité de cet univers. La fin du western dans les années 1970, après l'exploitation des années 1960, mit un coup d'arrêt temporaire à cette fusion pour quelques décennies. Mais les succès combinés de Danse avec les loups et Impitoyable au début des années 1990 remirent le western en odeur de sainteté. Les films dénotent également d'une entreprise correctrice du whitewashing qui avait pendant longtemps été à l'œuvre jusqu'ici dans le western américain. Certains cinéastes tentèrent également de corriger le tir en ce qui concerne la présence asiatique dans l'Ouest américain, comme Nancy Kelly pour son Thousand Pieces of Gold, coproduit avec l'aide de John Cham et basé sur la vie de Polly Bemis, une célèbre immigrée chinoise. La jeune Lalou est vendue par son père et elle se retrouve aux États-Unis entre les mains des propriétaires de saloon d'une petite ville minière qui entend la prostituer. Mais celle-ci ne l'entend pas de la sorte, et avec l'aide de Charlie, une des personnalités influentes de la ville, elle évite ce sort peu enviable et essaye de construire sa propre vie. Le film de Nancy Kelly est un des plus réalistes quant à la représentation de l'Ouest américain à l'époque de la ruée vers l'or. Les différentes races se côtoient, travaillent ensemble, des relations interpersonnelles se créent malgré les différences physiques et culturelles, mais discrimination et racisme demeurent des facteurs omniprésents du quotidien. Dans ce contexte, le parcours de Lalou est chaotique, mais de nature à générer l'inspiration. Malgré tous les obstacles mis sur son chemin, allant des traditions chinoises à la culture machiste locale, elle parvient à devenir maîtresse de sa propre vie. Une belle histoire qui ne trouva malheureusement pas son public lors de sa sortie. Cette vague inspira d'autres cinéastes à retenter le mélange d'Est et d'Ouest. Mais à la différence des tentatives précédentes, la plupart d'entre elles furent cette fois le fruit de réalisateurs asiatiques. Ainsi, Kihachi Okamoto, qui avait déjà montré certaines prédispositions envers le genre, signa le bien nommé East Meets West en 1995. Le film a un concept similaire à Soleil Rouge. En 1860, l'ambassade japonaise en route vers Washington voit ses finances volées lors de son escale à San Francisco. Kamijo, samouraï et interprète pour la délégation, accompagné de Sam, un jeune orphelin américain, Tamejiro, un ninja, et Nantai, une indienne, se mettent en quête de l'argent disparu. Débutant plutôt bien, avec des intrigues politiques emblématiques des temps troublés que connaissait le Japon et une description crédible du San Francisco de l'époque, le long métrage de Kihachi Okamoto se délite rapidement une fois l'intrigue principale lancée. La faute à une multiplicité d'intrigues secondaires, un trop-plein de personnages et des gags peu inspirés. Le choc des cultures ici à l'œuvre ne fait qu'effleurer la surface, et la description de l'Ouest américain verse rapidement dans le cartoon, surtout en ce qui concerne les Indiens. L'action maladroite et la photographie terne, typique du cinéma nippon de la période, ne permettent pas de sauver le film. Tout au plus, on notera la relation père-fils entre Kamijo et Sam, mais même elle manque cruellement de développement. Détail amusant, en plus d'un point de départ similaire à celui de Soleil Rouge, le film emprunte également une idée au médiocre La Brute, le Colt et le Karaté. L'année d'après, c'est un autre réalisateur qui avait déjà montré un intérêt pour le genre qui fit le voyage aux États-Unis pour confronter une icône du cinéma martial aux Indiens et aux Desperados. Le réalisateur, c'était Sammo Hung et le film Dr. Wong en Amérique.
On y retrouve donc le docteur de Foshan, accompagné de 13e tante et Pied-Beau, en voyage aux États-Unis pour l'ouverture de la clinique de son disciple So. En chemin, ils sont attaqués par des Indiens et Wong Fei-hung perd la mémoire dans l'affrontement. Très décrié par les fans de la saga des Il était une fois en Chine, Dr. Wong en Amérique est pourtant un aboutissement logique pour une série qui avait flirté avec le rapport à l'Amérique dès son premier épisode. De même, confier la réalisation à Sammo Hung, auteur du très sympathique western oriental Shanghai Express, faisait sens. Mais il faut bien avouer que le résultat est très décevant. Passons outre le fait que le brave docteur n'aurait probablement pas pu aller aux États-Unis à cette époque et concentrons-nous sur les deux problèmes majeurs. D'un côté, pour un film sur Wong Fei-hung, celui-ci en est foncièrement absent. Une grande partie de l'intrigue tourne autour de ses disciples et de leur nouvel ami local, Billy. Et quand il apparaît, c'est de manière désincarnée, puisqu'il a perdu la mémoire. L'autre souci, c'est la description très caricaturale de l'Ouest américain. La discrimination des minorités asiatiques est bien présente, mais reste très superficielle. Et les autres personnages qui peuplent ce Far West sont des figures de cartoon. Bref, rien n'est convaincant, et même les combats ne parviennent pas à sauver le film du naufrage. 3 ans plus tard, en 2000, c'est le petit frère de Sammo à l'Opéra de Pékin qui proposa sa version du crossover avec Shanghai Kid réalisé par Tom Day. Prenant place en 1881, Jackie y interprète Chun Wang, un garde impérial qui fait partie d'une escouade envoyée aux États-Unis pour retrouver la princesse Pei Pei, kidnappée par un Américain. Il se retrouve finalement à devoir faire équipe avec le hors-la-loi Roy O'Bannon pour accomplir sa mission. Signe des temps par rapport à la carrière respective des deux stars, là où Dr. Wong en Amérique échouait à chaque fois, Shanghai Kid lui fait régulièrement mouche. Cela n'avait pourtant rien d'évident. Jackie sortait du succès commercial du concernant Rush Hour et on aurait pu craindre la même dynamique à l'œuvre ici. Mais dans Shanghai Kid, la star est bien Jackie Chan et le duo qu'il forme avec Owen Wilson est nettement plus naturel et amusant que chez Brett Ratner. Les différences culturelles entre les deux hommes sont exploitées habilement et les nombreuses références au western cinématographique amusantes. La situation des immigrés chinois est également évoquée, même si le racisme ambiant de l'époque est un peu atténué. Seule l'action est un peu en deçà de ce qu'on aurait pu espérer de sa part, film américain oblige, mais cela n'empêche pas le film d'être un divertissement de qualité. Emblématique de l'évolution que connut le petit monde du cinéma asiatique dans les années 2000, la tentative suivante fut coréenne, en coproduction avec Hollywood. Intitulé The Warrior's Way, le film a pour protagoniste Yang, membre d'un clan d'assassins qui refuse de tuer le dernier membre de son clan rival, un bébé. Il s'enfuit avec et trouve refuge dans une petite ville de l'Ouest américain dont il reprend la blanchisserie locale. Évidemment, son ancien clan demeure sur ses traces. De tous les films évoqués dans cette vidéo, The Warrior's Way est sans aucun doute le plus étrange. Étrange par son atmosphère. Le film emprunte au code du film d'arts martiaux et fut tourné en Nouvelle-Zélande avec un usage important de filtres et autres effets spéciaux numériques. Si bien qu'on a moins l'impression d'être dans l'Ouest américain du 19e siècle que dans une Australie post-apocalyptique matinée de Wuxiapian. Si le film y gagne une ambiance irréelle, quasi fantastique, assez fascinante, le reste du métrage ne parvient pas à capitaliser sur celle-ci. Jang Dong-gun est incapable de rendre son personnage attachant et les combats sont gâchés par la surabondance d'effets spéciaux. Les personnages secondaires hauts en couleur aident à conserver l'attention, mais ne suffisent pas à faire du film une véritable réussite. La tentative la plus récente eut lieu en 2016 avec la production indépendante sino-américaine The Jade Pendant, réalisée par un vétéran de l'industrie hongkongaise, Po Chi-lang. L'histoire se rapproche beaucoup de Thousand Pieces of Gold. Située en 1870, on y suit Ying Ying, une jeune chinoise qui, pour échapper à un mariage forcé, s'enfuit avec sa meilleure amie aux États-Unis. Elle se retrouve dans une maison de passe, mais Ying Ying parvient à conserver sa vertu en faisant de menues tâches pour l'établissement. Ce, jusqu'à ce qu'elle rencontre Tom, un mineur lui aussi d'origine chinoise. Le scénario de Jade Pendant est partiellement basé sur le massacre qui eut lieu dans le Chinatown de Los Angeles en 1871, quand plusieurs centaines de personnes y firent régner la terreur et tuèrent une vingtaine d'émigrés chinois. Mais cela concerne moins d'un tiers du film, et le reste du script semble avoir recopié dans les grandes largeurs l'histoire de Polly Bemis, déjà source de Thousand Pieces of Gold. Or, Jade Pendant souffre grandement de la comparaison avec le film de 1990. Les acteurs, pour beaucoup des anciens mannequins, sont trop artificiels. La reconstitution de l'Ouest américain tend vers le cheap, et l'inclusion de séquences de kung-fu en réduit encore la crédibilité. Les intentions sont bonnes, mais l'exécution est trop maladroite pour pleinement convaincre. En 2016 toujours, le serpent finit par se mordre la queue quand Christian Fuka s'attela à un remake des 7 mercenaires. Reprenant le concept du film de John Sturges,
Ce remake met aux prises 7 as de la gâchette contre un exploiteur minier sans scrupules. Western soigné mais foncièrement oubliable, surtout si on le compare à ses modèles, sa principale innovation, c'est la diversité raciale des mercenaires. Noirs, latinos, amérindiens et donc asiatiques, ici l'acteur coréen Lee Byung-hun, sont tous représentés. La mosaïque américaine dans toute sa diversité. En cela, le film continue l'entreprise initiée par les cinéastes de western des années 1990 de correction de la vision blanchie de l'Ouest américain. Une approche qu'on retrouve aussi bien dans un Django Unchained de Quentin Tarantino que d'un Lone Ranger de Gore Verbinski. Si la démarche de Fuqua est louable, le traitement qu'il fait du personnage ne semble guère plus élaboré que ce qu'en faisaient les cinéastes européens dans les années 1960. L'utilisation des couteaux semble être une référence au personnage de James Coburn, mais on se retrouve en fait avec une variation stéroïdée du samouraï et du 5 hommes armés de Don Taylor. Il reste donc encore de la marge dans la représentation qui peut être faite des Asiatiques dans le Far West. A noter que le réalisateur taïwano-américain Ang Lee a réalisé un western, Chevauché avec le diable. Et si le film traite d'aspects peu discutés du Far West américain, il n'aborde pas la question de la place des Asiatiques dans celui-ci. Quelle conclusion tirer de cette entreprise de réintégration des Asiatiques du Far West historique au Far West cinématographique? On peut remarquer que la présence asiatique dans le western dépend en grande partie de quelle industrie domine alors en Asie. Ainsi, quand le Japon était le cinéma le plus influent de la région, il inspirait les cinéastes américains et européens et permit la venue d'acteurs comme Toshiro Mifune et Tatsuya Nakadai. Quand Hong Kong reprit le flambeau à partir des années 1970, le western intégra cette nouvelle réalité et ce furent Lolier et Jason Paipiao qui vinrent faire un tour dans l'Ouest américain. Aujourd'hui, la Corée du Sud étant la force culturelle dominante, c'est au tour de Jang Dong-gun et de Lee Byung-hun de faire leur entrée dans cet univers. On peut également remarquer que les réalisateurs et producteurs américains se montrèrent pendant longtemps assez rétifs à l'idée d'intégrer des personnages asiatiques d'envergure. Ce sont les Européens qui le firent. Probablement parce qu'ils se sentaient moins tenus par la vision très blanche de la conquête de l'Ouest qui avait été promue jusqu'ici. Et ce ne fut qu'au bout d'un long processus, quand le cinéma américain commença à remettre en question le rapport aux Indiens, que les portes commencèrent timidement à s'ouvrir pour réévaluer la place des immigrés asiatiques. Si des progrès furent ainsi faits, le cinéma américain semble tout de même encore aujourd'hui avoir un peu de mal à leur accorder la place qu'ils eurent dans la réalité historique. Si on peut donc louer la démarche des réalisateurs européens, il faut également tempérer leur qualité. Car souvent, ce qui ressort, c'est moins l'envie de raconter des histoires s'inscrivant dans un contexte spécifique et racialement chargé, que de confronter un genre cinématographique à un autre. Quand Toshiro Mifune ou Tetsuro Tamba apparaissent, ils ne sont pas des personnages, mais la personnification du Shambara. C'est à un crossover des genres qu'on a droit, de la même nature qu'un Zatoichi contre le sabreur manchot ou un King Kong contre Godzilla. Le genre de fantasme de cinéphile qui sonne souvent mieux à l'esprit qu'il permet d'aboutir à de bons films. Et si certains ont pu donner des résultats distrayants, aucun n'ont pu vraiment traiter sérieusement de la place des Asiatiques dans la construction de la nation américaine. Les réalisateurs asiatiques semblent également tomber dans le même piège quand ils s'attellent à cette rencontre des genres. Ils semblent moins intéressés par raconter ce que c'est que d'être un asiatique dans l'Ouest américain que de jouer avec les figures imposées du genre, comme un enfant le ferait de ses Playmobil Far West. Il faut forcément avoir une rencontre avec des Indiens, un duel dans une rue déserte, une bagarre dans un saloon. Dans le meilleur des cas, cela peut donner un spectacle amusant, dans le pire, cela crée une étrange et désagréable impression de hors-sujet. Au final, les meilleurs films à traiter du sujet sont, en première place, Thousand Pieces of Gold, pour sa description la plus réaliste de l'environnement des chercheurs d'or et son message féministe. En seconde place, on trouve Shanghai Kid, pour son côté hautement distrayant et sa capacité à synthétiser les différentes influences de manière légère. En troisième place ex aequo, se hisse Soleil Rouge et Shanghai Joe. Le premier parce qu'il fut la matrice de la plupart des autres westerns confrontant Orient et Occident, et qui bénéficie d'un casting 4 étoiles et d'une direction artistique soignée. Le second parce qu'il intègre les thématiques de discrimination et d'exploitation, tout en fournissant la dose de kung-fu nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'acquérir une autre perspective sur le petit monde du western. N'hésitez pas à poster vos questions ou observations dans les commentaires, je ferai une vidéo pour y répondre. La prochaine vidéo portera sur les films asiatiques inspirés par le genre du western. En attendant, je vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.